Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. On est en retard, on est désolé, on avait quelques petits imprévus à gérer. On s'en excuse, mais bon, c'est le quart d'heure toulousain, donc on sera excusé. Avec moi aujourd'hui, c'est une équipe réduite, mais vous allez voir, on va procéder à des changements tactiques en cours d'émission, mais on va commencer avec une ligne d'attaque absente, mais qui arrivera plus tard avec Samuel qui va se connecter dans quelques minutes, qui représentera lesviolets.com. On a un duo de milieu aujourd'hui, et pas un trio, c'est Vincent et Mehdi de la feuille de match. Comment ça va, les gars? Ça va, ça va. Franchement, une équipe aussi dégueulasse, on dirait les Girondins de Bordeaux, hein. En défense, on a notre supporter, notre invité supporter qui est Nicolas, parce que la diste ne peut pas être présente ce soir. Comment ça va, Nicolas? Bien, très bien. Bienvenue à toi, en tout cas, bienvenue dans l'émission. Merci. Donc Nicolas qui est un supporter, que comme vous avez l'habitude maintenant, chaque semaine on en reçoit. Donc effectif réduit, mais effectif quand même de qualité, vous verrez pour cette émission. Au programme aujourd'hui, messieurs, retour sur la qualification en quart de finale de Coupe de France. On fera notre débat autour du match de hier soir entre Guingamp et TFC. On va faire un grand format dessus. On fera une preview sur TFC Châteauroux. On fera bien sûr les pronos qui vont avec. On fera aussi les pronos du match de Coupe de France. Ne vous inquiétez pas. Et on terminera avec l'interview supporter de Nicolas sur la fin. Vous pouvez réagir sur les pages lesviolets.com ou la feuille de match. Vincent gère tout ça. Il regardera tous vos commentaires et pourra vous répondre et vous faire passer dans l'émission à travers sa belle voix qui malheureusement n'est plus animateur cette semaine, mais qui a été très très bon la semaine dernière. Je le remercie de m'avoir remplacé. Camille, hein, surveille quand tu te lèves le matin, hein, ça pourrait être glissant le sol, parce que j'ai un peu pris goût à l'animation, je t'avoue. Écoute, hein, on verra, mais en tout cas, tu as été salué par la critique, donc bravo à toi, Vincent. Il y a des réactions d'ailleurs, hein, Camille, hein. Camille revient en tant qu'animateur et ça commence avec 7 minutes de retard. Coïncidence? Je protégerai mon équipe et je prendrai la faute sur moi. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amaga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez les gars, on est parti pour cette 108e émission et déjà ça passe vite et on va revenir sur le match de Coupe de France, messieurs, entre Saumur et le TFC. Une qualification en quart de finale pour nos volets avec une victoire de buts à 1. Donc un but de Spearing sur penalty à la 20e et ensuite Bout qui gagnera 12 minutes plus tard pour Saumur, partout à la mi-temps. Et nos Toulousains viendront prendre la qualif en seconde période avec le petit Mamandi Bangré qui était son premier match pro d'ailleurs et qui vient marquer à la 67e minute et offrir la qualification aux Violets. Rapidement, je vous donne la compo de ce match car elle était assez originale. On avait Bloch dans les buts, Rapnou, Diakité, Célestin, Semaoun. En défense, Spearing, Vandemboumen, Zobo, Soudani. En milieu de terrain, Bayo, Mvoué en animation offensive. Une composition digne d'une N3, un match filmé et commenté digne d'une N3. Devinez quoi on jouait une N3. Donc voilà, c'était un joli match de N3 comme le dit si bien Mehdi d'ailleurs. Mais messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? Nicolas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Assez heureux la première mi-temps, un petit peu terne et avec le super iPhone, c'était compliqué de voir la main, je sais pas pourquoi dans la surface, qui nous a offert ce penalty. Et après deuxième mi-temps, ouais, c'était Même avec un ordinateur ou un grand écran, je t'assure, on avait du mal à le voir aussi. et après deuxième mi-temps, c'était très poussif et ce but magnifique, j'étais bien content et ouais, j'ai trouvé que c'était très très difficile la deuxième mi-temps. Après, on avait quand même beaucoup d'absents et une équipe qui joue pas du tout ensemble d'habitude, quoi. Mehdi, toi qui… C'est les… Ah non, pas les 3 points, la qualification. Et c'est tout. Voilà, comme à chaque fois, et on l'a vu,
On n'a pas dominé Saumur, on n'a pas dominé Aubagne peut-être un peu plus. Mais c'est comme l'équipe qui est alignée a plus l'habitude de jouer en National 3 et encore plus celle qu'on avait là puisque certains qui auraient dû jouer n'étaient pas là à cause du Covid. Donc cette équipe-là semblait encore plus à une équipe du N3, à part les deux du milieu, Vakoun Bayo. Et voilà, après, c'était que des jeunes du centre de formation. Donc c'est très bien, moi je trouve que c'est très bien d'être passé encore une fois avec cette équipe-là. Ça montre un petit peu l'état d'esprit. Et puis je pense aussi que la plupart de ces pitchouns, et on le voit avec Bangré qui est là depuis des années au club, qui est toulousain, c'est que voilà, c'est l'envie, le cœur qui fait aussi la différence là-dessus et qui peuvent te permettre de passer ces tours-là, alors que dans beaucoup de clubs, quand tu fais tourner de cette manière-là, il peut y avoir des craquantes et nous, ce n'est pas le cas. Tant mieux, ça nous permet de continuer. Et j'espère qu'on revivra encore la même chose face à un club d'à peu près le même niveau que notre équipe qui jouera, Rémi Guivaguer. Et voilà, et qu'on puisse jouer une demi face à une grosse équipe et qu'on puisse vibrer. Et pourquoi pas rêver du Stade de France, même à huis clos. Ouais, j'espère qu'on pourra peut-être y accéder. En tout cas, on fera tout pour. On essaiera de se faire engager à la Sécu ou à la buvette, je ne sais pas, mais il faudra qu'on y aille quand même. Messieurs, bon, Mehdi l'a quand même pas mal résumé. Vincent, toi, ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? À part que tu aurais pu faire une meilleure qualité vidéo, ça on le sait tous, mais Écoute, si tu veux que je te parle de ce fait-là, effectivement, c'est quand même coup de gueule à pousser. C'était quand même un huitième de finale. Encore, on peut comprendre un huitième tour, un 32e, il y a encore beaucoup d'équipes. Là, il y a quand même les deux équipes qui sont professionnelles. Tu vas pas me dire que c'est compliqué d'amener du matos sur n'importe quelle pelouse. On a vu quand même des 30e de finale sur TF1 dans les années 80, dans des endroits plus improbables que ça. Je trouvais même que c'était un manque de respect quelque part aussi pas pour nous, parce que voilà, mais surtout pour Saumur. Ils ont quand même mérité d'avoir aussi leur match en grande pompe. Même si c'est une coupe particulière, c'était quand même aussi un des petits poussés qui méritait d'être plus mis en valeur que même pas 10 minutes au total sur le multiplex sur Eurosport 2 et un Eurosport 360 d'une médiocrité affligeante. Ouais, après, il y a une chose, il me semble, d'habitude, je crois que c'est à partir des huitièmes de finale, justement, ils imposent des certaines normes pour les stades. Et là, je ne sais pas, peut-être que ça a changé à cause du huis clos, mais voilà, la plupart ces petits clubs vont jouer dans les grands stades, en gros, de la région, à peu près à partir des huitièmes de finale, voire avant, hein, s'ils veulent une recette. Et là, je ne sais pas si ça l'aurait imposé, je pense pas, du coup, je pense que ça ne l'aurait pas imposé alors que ça l'était les années d'avant. Et que c'est pour ça aussi qu'on a eu cette réalisation-là, parce que Saumur aurait joué. Rappelez-moi déjà où c'est Saumur, je ne me souviens même plus. Vers Angers, t'es pas si loin d'Angers en plus. Ils auraient pu jouer à Raymond Kopa et c'était beaucoup mieux. Comme Rémi Guivaguer pourrait jouer à Annecy et voilà quoi. Je sais Annecy d'ailleurs. Bon, mais voilà, ils joueront à Annecy. Parce qu'à partir des quarts, je pense que la télé va l'imposer au bout d'un moment. Et avant, à partir des quarts, c'est un match unique aussi. Il n'y a plus de multiplex. Les matchs sont, je crois, c'est 18h45 et 21h, mardi, mercredi. Donc, pour le coup, les 4 matchs en intégralité, ça change aussi. Mais bon, c'est quand même. Après, c'est la visibilité globale de la Coupe de France depuis des années est quand même catastrophique de toute façon. Donc, voilà, c'est un point de la C'est un débat large. Hein. Déjà, depuis le fait que les matchs ne se jouent plus en week-end, mais en semaine, ça a déjà énormément plombé cette coupe-là. C'est devenu un niveau impact chez les diffuseurs. C'est une coupe de la Ligue, hein, concrètement. Hein. Ouais. Même s'il y a un prestige différent, c'est quand même, je trouve, un manque de respect. Ils auraient pu faire une belle chose cette année, sachant qu'il y a beaucoup de huis clos. C'était aussi une vitrine énorme pour le foot amateur, puisque là, c'était que ça. Ils auraient pu faire briller un peu plus cette vitrine-là. Tant pis. Mais de toute façon, ça fait des années qu'elle n'est pas respectée qu'elle est respectée par pratiquement personne. Hein. Tout le monde fait jouer l'équipe bis. Bon, moi encore, ça peut se comprendre, mais une équipe bis en plus qui n'a pas forcément envie. C'est surtout ça le souci, parce qu'à la limite, faire jouer ton équipe bis, c'est normal, la faire tourner en coupe. Mais les mecs n'ont même pas envie de jouer, quoi. Et les dernières années, c'est ça, elle n'est pas mise en valeur. On sent que même la fédération n'en a rien à foutre de cette coupe-là et ça compte juste pour la finale, quoi. Et voilà, et de toute façon, le Gret, part à l'équipe de France, ça brille, ça le fait réélire, et puis c'est tout ce qui comptait de toute façon. Le reste, il n'a rien à battre. Et on le voit avec cette Coupe de France, c'est dommage parce que c'est la plus ancienne, c'est un symbole et elle est enviée partout en plus, cette compétition. Même en Angleterre, ailleurs, parce qu'elle concerne vraiment tous les clubs français, contrairement à beaucoup d'autres pays, elle concerne vraiment tous les clubs. Puis t'as qu'à voir les réactions des clubs amateurs quand ils ont su ce qu'il fallait faire pour participer à la Coupe de France, pour continuer. Tout ce qu'on leur a imposé du jour au lendemain, sans même prévenir.
tu vois comment la Fédé traite ça, quoi. Et Ouais. ouais, on en a repris pour 4 ans. C'est compliqué. D'ailleurs, on est en train de se pencher sur l'affaire, mais il y aura une spéciale feuille de match avec des clubs amateurs qui va arriver très très bientôt. Où on donnera justement la parole à des clubs de FSGT et de FFF pour nous expliquer un peu tout leur malheur pendant cette période du Covid. On vous tiendra bien sûr au courant. Messieurs, par rapport à cette Coupe de France, le fait majeur, personne n'en a encore parlé et je trouve ça scandaleux, mais on a revu Koulouris quand même. Et il est en bonne santé, il va bien, il a couru, il a fait 2-3 sprints. Enfin, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir pour lui. Bon, van à part, messieurs, où va s'arrêter ce TFC en Coupe de France? Parce que on joue des équipes amateurs, on fait tourner. Mais en attendant, à force, on est quand même en quart de finale, on est à 2 tours du Stade de France. Huis clos ou pas, on est quand même à 2 tours du Stade de France. Ça fait très très longtemps quand même qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là. Ça reste une belle coupe, une coupe qui est chère aux supporters toulousains. On a tous encore la cicatrice de la dernière demi-finale. Pour vous, où peut s'arrêter ce TFC cette année? Est-ce que ça peut être la bonne, entre guillemets? Je ne vais pas non plus faire la putaclic de l'équipe, mais est-ce qu'on peut peut-être viser quelque chose ou pas? Ouais, elle peut s'arrêter à Annecy, hein. Oui, bien sûr. S'arrêter au Mais Stade de France. Honnêtement, non, mais honnêtement, c'est ce que moi j'essaye de dire à chaque fois, c'est qu'il y a je sais pas, je suis incapable de dire jusqu'où peut aller cette équipe et depuis le premier tour. Vu l'équipe qui est alignée, ça dépend de l'état d'esprit, il faut être dans un bon jour, il faut avoir un peu de réussite. Enfin, ça dépend de tellement de choses. On n'est pour pas. le moment, tout ça, ça passe. Enfin, je veux dire, on a aligné des équipes à bis, C, où on a eu du cul, on a eu des faits de jeu. Enfin, Mais c'est ça, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain contre Remilly. Il n'y a pas la VAR, par exemple, sur la Coupe de France. Il suffit d'une situation où il siffle un ou deux pénaltys, j'en sais rien, Remilly, un carton rouge, j'en sais rien. Bon, mais tu sautes très vite parce que tu ne seras pas en capacité de totalement maîtriser les choses. On n'est pas un club de Ligue 1, on n'est pas Lyon, Monaco, Paris, ces clubs-là qui peuvent se permettre de faire de la Coupe un objectif et d'avoir, si tu es sérieux, presque la certitude d'aller en demi, voire en finale. Voilà, donc tu es obligé de vivre avec ça. Tu mets toutes tes tripes quand tu es sur le terrain et puis tu verras bien. Et en général, quand tu mets tes tripes, ça marche bien puisqu'il y a très peu d'équipes qui arrivent à renouveler ça. Et voilà, tout mais simplement. là, quand même, on affronte Rumilly, messieurs. Enfin, même si on met une équipe bis, on est censé passer, entre guillemets. Mais Tu vas t'offrir une potentielle demi-finale, mais même un quart de finale, même pour la dynamique. Parce que moi, j'entends beaucoup de discours de supporters qui disent oui, la priorité, c'est la montée. Oui, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais la priorité, c'est la montée. Mais cette coupe, ça crée aussi une dynamique qui peut être positive pour justement la montée. Donc, ça ne vous tente pas? Nicolas, toi, ça ne te tenterait pas? Oh. Bah, c'est vrai que tu te dis un titre, bon, il y avait le titre de champion de Ligue 2 au début des années 2000, mais il y a eu une Coupe de France en 57 quoi, du TFC. Donc tu peux toujours rêver en te disant, ouais, pourquoi pas une Coupe de France. C'est vrai que entre troquer une année de plus en Ligue 2 et jouer la montée l'an prochain et à gagner la Coupe de France, ce qui semble quand même assez improbable, et jouer la montée tout de suite, c'est quand même plus simple de jouer la montée tout de suite. Mais je ne te parle pas de gagner la Coupe de France, juste de faire un joli parcours, même d'aller jusqu'en demi-finale, d'aller péter, je sais pas, un Monaco, un Paris ou un Lyon. Bah, franchement, faire juste un beau parcours dans une coupe comme ça où en plus il n'y a pas de supporters, moi je trouve que, enfin, comme dit Mehdi déjà, en plus il faut faire attention parce que même si on joue contre Mehdi, bon, c'est très possible de se faire éliminer tout de suite. Oui, Donc mais ça, bien sûr. c'est sûr, mais un beau parcours, ouais, ça a peu de valeur face à une montée, je trouve, aujourd'hui, franchement. Moi, le seul truc qui vaudrait le coup, ce serait le titre à la limite. Mais bon, être en Ligue Europa et en Ligue 2 en même temps, bon, je sais Guingamp pas. l'a eu fait. non, le facteur qui est important pour cette Coupe de France cette année, c'est juste la présence. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas le vivre, ce parcours-là. Et bon, donc du C'est coup, dur. le plus important, effectivement, c'est de monter. Si on avait été au stade, le discours serait peut-être tout autre parce que effectivement, le parcours, ça soude des choses, ça raconte des histoires. On est beaucoup à se souvenir, même si elle a été perdue du parcours et de la demi face à Guingamp. Voilà, donc ça marque. C'est important. Là, sans rien, juste le regarder à la télé, c'est sûr que ça marque à moins, à part si tu le gagnes, quoi. Bah, Et je suis désolé, mais on a 0,05% de chance de la gagner, puisqu'il y a encore Paris, Lyon, Monaco dans cette Coupe de France, quoi. en plus, on peut se souvenir que l'an dernier, le seul match de Coupe de France, les supporters l'ont rendu mémorable aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, Oui.
Ouais, Vincent, ça pique encore. Ah, ça pique encore. Ouais. On embrasse Nathan aussi, d'ailleurs, en Aussi, ouais. passage. Ce n'est pas remis. Hein. Ben, moi, écoutez, moi, les gars, je suis d'accord avec vous. Et d'un côté, j'ai envie d'aller en demi, de choper une Ligue 1 et qu'on mette l'équipe type face à une Ligue 1 et qu'on ait, enfin, je sais pas, qu'on On n'a toujours pas joué une équipe de fasse quelque Ligue 1 chose. qui jouait Ben, je vraiment. sais Parce qu'au pas, final, Bordeaux s'est tourné. Hein. moi, je comprends pas. Genre, c'est des matchs et ça reste une dynamique positive. Il y en a qui se plaignent qu'on joue tous les 3 jours. Mais putain, on a un club pro. Les mecs, ils attendent que ça. Ils ont envie de jouer. Hein. Ils sont là pour ça. Jouer tous les 3 jours, oui, c'est fatigant. Mais putain, mais c'est tellement ça plus n'est kiffant pas- que de jouer une fois par semaine, quoi. Ce qu'on dit n'est pas incompatible avec ce que tu dis, hein. Avec le Oui. fait de tout donner. De toute façon, là, Et bien encore sûr. une fois, moi, je pense que si on est encore en vie et qu'on n'a pas sombré, c'est parce qu'il y a eu ces résultats positifs en coupe qui ont fait du bien à l'état d'esprit, Ouais. qui font du bien à l'équipe. Et parce Ça qu'il y a eu permet de des créer un équilibre en plus. où il n'y avait que la Coupe de France où c'était positif et où il y avait des résultats vraiment en dents de scie. Et ça te permet de sortir de ça psychologiquement, même si c'est un autre groupe qui joue, mais c'est une dynamique de victoire qui est importante. Et puis c'est vrai que la motivation des joueurs qui jouent cette coupe là avec Toulouse, elle est doublée ou décuplée cette année quoi. Comme ils n'ont pas de grands matchs réserve, Mm. ils ont que ça quoi. Ben ouais, c'est ça, c'est un peu leur championnat à eux, quoi. Ils ont un match tous les mois à jouer et ben, ils saisissent leur chance aussi, hein, parce que mine de rien, ben, faut qu'ils progressent. Et, enfin, ils ont peut-être des cartes à jouer, peut-être pour leur futur, pour leur avenir aussi au sein du club ou ailleurs. Vincent, quelques réactions par rapport à tout ça? Oui, une correction. Déjà, juste au final, c'est un peu comme une seconde chance pour la Gambardella qui a été perdue il y a quelques temps au final. Hein. C'est un groupe de jeunes qui a la chance de pouvoir briller, d'avoir un parcours avec quelques joueurs en plus. Au final aussi, il y a Fabrice qui souligne ça sur un commentaire sur Facebook. Cette année, tout est jouable avec les prolongations qui ont été enlevées. Hein. On peut très bien tomber sur une Ligue 1, mettre un bus de 90 minutes et tout jouer au tir au but au final. Hein. C'est moins crevant qu'il y a quelques temps. Après, c'est pas mal partagé. Hein. Beaucoup de monde privilégie le championnat par rapport à la coupe. D'autres sont carrément partants que ce quart sur le dernier match avec l'équipe mixte ou B pour passer à une équipe titulaire à partir de la demi-finale. On a Xavier, ancien de la feuille de match, qui souligne aussi que pour lui, c'est plutôt la position au classement qui peut impacter la coupe. Si on a bonne position au moment de la demi ou de la finale, ça peut nous libérer pour accéder justement à cette finale. Bah, ouais, c'est pas faux. La demi, il me semble qu'elle tombe à J37, entre J36 et juste J37, il me avant semble. les dernières journées. J'ai vérifié, mais ça, c'est entre la 36 et la 37. Ouais, donc c'est au pire moment. C'est bon, t'es tranquille. Peut-être, hein. Tu joues tout à fond. Par contre, si tu es entre deux, je ne suis pas sûr que ça soit toujours la priorité. Ouais, priorité ou pas priorité, ça reste des matchs. Tu dois, enfin, je sais pas, tu restes pro, tu restes, Mais je sais pas, t'es compétiteur, t'as envie de tout gagner. Enfin, j'en sais rien. Moi, enfin, bien sûr, considéré pour la montée et le titre en Coupe de France, bon, c'est utopique, mais je sais pas, si tu es engagé dans les deux compétitions, autant y aller au bout jusque dans les deux, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, des fois, j'ai des choses que trop de calculs, ça me gave. Mais bon, c'est un avis perso. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour autour de ce match, mais on n'en a pas fini avec cette Coupe de France parce que TFC Rumilly, Rumilly TFC arrive mardi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Et à 18h45, du coup, exceptionnellement, on décalera l'émission et on fera un débrief en direct du match juste après, mais on décalera un petit peu, bien entendu. Vos pronostics, messieurs, pour ce match, de Coupe de France. Nicolas, qu'est-ce que tu pronostiques pour ce match? Je dis 2-2, on passe au tir au but. Et je dirais but de Ngoumou et but de Roux. Mehdi. Attends, je lance des dés. Donc 2 pour Rumilly. 4 pour Toulouse. Donc il va falloir que je trouve des buteurs. Là, je ne suis pas dans la merde. Rapnouille, Diakité. Ensuite, qui c'est qui va jouer? Bayo. Et ensuite, Bangré, mais Mvoué. Vincent. Alors, si ça passe. Alors, 2-1, but de Bayo et but de Spearing qui rentre en fin de match. Ok. 2-0 pour ma part et Mvoué Antiste.
On verra bien. Est-ce que il y en a qu'on. Non, il n'y a personne qui a mis sur le groupe. Bon, on verra plus tard. On va enchaîner, messieurs, avec ce nouveau match. Mais là, on se reconcentre sur le championnat, puisqu'on. Bien un coup quand même, tu parles, c'est là. T'as dit quoi? Elle était bien un coup, tu veux pas qu'on y reste un peu là? On est obligé de passer à ça. Eh ben, écoute, on va passer au championnat. Je suis désolé. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On va débriefer ce Guingamp TFC, messieurs, qui était hier soir, où on a fait 1 partout. Donc, un résultat pas décevant, mais bon, on verra un petit peu après, on y reviendra. La compo, Dupé, Amiens, Gabrielsen, De Was, Machado, Sana, Koné, Van Den Boomen, De Jager, Antist, il est pour notre TFC. Le film du match, messieurs, ça s'est résumé avec beaucoup de coups de pied arrêtés, moi j'ai trouvé. 18e minute, déjà on a la volée de Manu Koné là, qui passe pas très loin. 26e minute, perte de balle au milieu de terrain et franchement une contre-attaque digne des écoles à montrer partout, avec du jeu en une touche et de la transition rapide des Guingampais et l'ouverture du score de Livolan. 1-0, le TFC va essayer de réagir de suite avec Machado, mais ce sera hors cadre. Mais à la 36e minute, on aura un centre encore de Machado qui va trouver la tête de Poati, le défenseur central, qui remet magnifiquement sur Ilé et qui lui offre le but, égalisation toulousaine. Après, on va trouver pas mal de coups de pied arrêtés avec Van Den Boomen à la baguette qui va trouver De Wast, qui va trouver sa tête juste à côté. Mais surtout, la grosse soca cette première mi-temps, c'est Dupé qui s'interpose devant Romao. D'ailleurs, on se demande comment Romao ne l'a pas mise, mais tant mieux pour nous avec une magnifique sortie de Max Dupé. Retour des vestiaires, messieurs, un petit festival dans l'axe de Jagereux qui va trouver Antiste côté droit, qui va le retrouver, mais ça passe juste à côté. Mais surtout, à la 65e, on va avoir Bayo qui va mettre sa tête et qui va être sorti par le portier guingampais alors que tout le monde la voyait au fond. Un nouveau corner avec un nouveau ciseau d'ailleurs de Vakoum Bayo à la 69e. Voilà pour les grosses occasions de ce match. 1 partout, un résultat un peu timoré pour nos Toulousains parce que je vous rappelle, décevant parce qu'il y a ce qui s'est passé à côté. Et à côté, on a Troyes qui a fait match nul face au Paris FC et Clermont qui avait perdu face à Pau. Donc là, l'ouverture était là et on n'a pas su une nouvelle fois s'en saisir. Messieurs, sur ce match, est-ce que pour vous, c'est un bon point de prix à l'extérieur ou alors 2 points de perdus? Mehdi. Dans tous les cas, quand tu joues chez le 18e et que tu es deuxième, à la base, tu vas espérer prendre 3 points. Après, c'est sûr que ça sentait le bourbier à plein nez. Et on l'a vu notamment sur le match des Guingampais qui sont catastrophiques. Mais ils sont nuls depuis le début de l'année. Ils sont nuls. Mais nuls, les pauvres. Moi, je voyais cette équipe-là un peu meilleure parce qu'il y a quand même des joueurs comme Romao, Rodelin qui ont connu la Ligue 1 et qui ont été des joueurs corrects en Ligue 1. Mais voilà. Et puis là, ils ont sorti une mi-temps. Ils sont allés au charbon comme jamais. Voilà, ils étaient cramés à bout de souffle après en deuxième mi-temps. Ils ont tout donné en première, ils ont marqué leur but. Leur but qui d'ailleurs, il y a peut-être des erreurs du côté du TFC, mais bon, il est très beau. La passe de Rodelin, elle est magnifique. Et puis, ils l'ont payé sur le but, le pauvre Poitiers, à force de faire des allers-retours et d'avoir De Jagereux et Sana qui venaient sur son côté et qui le faisaient un peu tourner avec des 1-2. Il était complètement cramé et puis il ne savait plus où était le ballon, il ne savait plus où le remettre, il l'a remis dans les pieds d'Ilé et c'est là qu'on a vu. Je trouve que ce but est un peu le reflet de la mi-temps de Guingamp qui était complètement en sur-régime en fait. Et on l'a vu sur la deuxième mi-temps, en fait ils n'avaient plus du tout de jus. Ils ont envoyé 2-3 ballons devant, le Franzi Pierrot, là, c'est un Yves à côté, il n'est presque pas costaud. On l'embrasse. Non, mais c'est vrai, il tenait les ballons, c'était impressionnant. Les volants, ils se baladaient partout, mais bon, c'était un peu inefficace en deuxième mi-temps. Et ils ont été inoffensifs, à part sur la fin. Quand sur la fin, nous, les 5-10 dernières minutes, où on a vraiment nous baissé physiquement parce qu'on a poussé toute la mi-temps et qu'on était fatigant. Mais c'est décevant parce que effectivement, on a eu beaucoup et que des coups de pied arrêtés, mais ces coups de pied arrêtés, c'est parce qu'ils étaient en difficulté, ils dégageaient n'importe comment, ils envoyaient la balle en corner. Il y a des corners, des fois, tu te demandais pourquoi ils mettaient la balle en corner, quoi. C'était assez affligeant parfois. Donc voilà, c'est sûr que ça aurait mérité sûrement mieux.
Mais honnêtement, en voyant la première mi-temps, je me suis dit, voilà, ils vont tous se foutre derrière en deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Et ils vont faire bloc et ça peut passer. Et c'est passé, ça arrive parfois. Et voilà, après, ils ne peuvent pas jouer toute une saison comme ça, et c'est sûr. Mais voilà, c'est passé. Et puis, il y a eu des manques aussi quand même. C'est pour ça qu'on a fait sur les coups de pied arrêtés. Ça, on y viendra peut-être plus tard. Mais le seul joueur qui est vraiment très créatif près du but, Amin Ali, a beaucoup manqué. Et au final, il n'y avait que deux titulaires absents. Hein. Ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, 2 titulaires en moins dans cette équipe-là qui n'a pas un énorme effectif, eh ben, ça manque. Voilà, le seul, c'est Moreira et Adli, puisque je ne compte pas Spearings, qui était remplaçant et qui semblait dans une dynamique un peu moins bien. Et peut-être qu'il n'aurait pas joué ce match-là. Donc voilà, avec deux absents, eh ben, on sent qu'il y a des choses qui déraillent un petit peu. Quoi. Après, Adli, il avait pris une telle importance aussi, c'est quand même un gros manque. Il faut pouvoir s'adapter à son absence. Et je comprends que ça soit compliqué aussi. Antiste, ce n'est pas du tout le même profil. Beaucoup de choses ont été dites. Nicolas, tu veux réagir? Beaucoup de points où je suis d'accord avec Mehdi. Déjà, moi j'ai trouvé ce qui m'a étonné. Bon, j'observe souvent le premier quart d'heure de Toulouse. On est quand même un peu sur l'expectative et il n'y a que contre Nancy où on a vraiment démarré fort. Et là, les Guingampais, c'est pas qu'ils ont démarré fort, c'est qu'ils ont démarré, mais comme dit Mehdi, en sur-régime total et jusqu'à être un petit peu bourrin quand même. Et l'arbitre a bien aidé dans ce sens, pas forcément du côté des Guingampais, mais qu'il sifflait pas énormément sur ce match. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints. Et ça a aidé pas mal, je pense, ça les a mis en confiance vachement. Et puis ils se sont réveillés, puis mentalement, puis il y a plein de choses. Du coup, j'ai l'impression qu'on était un peu perdus sur le début. Mais après, c'est vrai qu'ils étaient ça les a vite cramés. Le manque d'Adli, je suis d'accord, mais je crois qu'il est aussi titulaire à Niort et à Valenciennes. Et même sur ce genre de match, il nous a pas forcément débloqué le truc. Et je sais pas si ça aurait fonctionné plus hier. Il y a plus le côté que Antiste avec un autre neuf et juste lui et personne pour créer, ça n'a pas souvent marché en titulaire cette saison. Soit c'est en rentrant comme Bayo, mais c'est vrai qu'on a souvent vu qu'au final ça n'a pas forcément beaucoup marché. Je crois qu'il est titulaire quand même clairement au tout début et qu'il nous arrache le nul. Mais oui. Il manque du lien en fait entre cette attaque et ce milieu de terrain. Et c'est ce que Adli apporte quand même. C'est un peu son rôle. Du lien, pardon. C'est bizarre parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un lien qui était fait côté droit par Bibiche, mais le lien côté gauche par Van den Boomen n'a jamais été fait. Et Van den Boomen, sur ce match-là, il a beaucoup couru dans le vide. On n'a pas vu beaucoup d'orientation de jeu. Ses coups de pied arrêtés ont été très bons. Puis après, quand il a baissé physiquement, c'était catastrophique. Il n'envoyait même pas la balle dans les 6 mètres. Ah ouais, il a raté beaucoup de passes. Il a raté beaucoup de passes. Il n'y a que ses coups de pied arrêtés où c'est plutôt rattrapé. Mais il a raté. À la fin, il était tellement KO que si vous avez vu, c'est De Jagerud qui les tire pas forcément très bien, qui a dû finir par les tirer parce que Van den Boomen n'arrivait même plus à lever le ballon. Voilà. Ça, c'est assez inquiétant son niveau physique des fois. Et je crois que le match avant Nancy, je sais plus, peut-être à 3, à New York, je sais plus. Je crois que Van den Boomen était plus titulaire, c'était Koné qui avait piqué la place. Et c'est vrai qu'en fait, Van den Boomen, plutôt qu'Adli, en fait, c'est un peu ça en fait, qui a manqué, quoi. Et j'ai trouvé que Koné forcément devait jouer son rôle plutôt de 6, en absence de Spearings. Et voilà, je trouve que les remplaçants à Nancy n'avaient pas été très bons non plus, Spearings et Van den Boomen. Donc c'est vrai que ça a pesé, je pense. Vincent, il y a eu pas mal de réactions sur Twitter et tu venais nous en faire partager. Ouais, je voulais vous faire un peu le point sur ce qui est ressorti hier du match sur Twitter, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de déceptions, de frustrations. Il y a vraiment un petit ras-le-bol du fait que plusieurs fois, on a l'occasion de grappiller des points sur des concurrents directs. On se retrouve dans le rôle du dernier à jouer et en sachant le résultat qu'il faut faire et en ne le faisant pas. Les 3 choses qui sont venues le plus dans les points négatifs, c'est le coaching de Garand. Donc, il n'y avait pas de changement de système, enfin, un système qui a été un petit peu trop utilisé, ce qui revient, et le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul changement, alors qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas forcément. Dans les autres choses qui sont venues, c'est l'arbitrage. Ça a été c'est revenu plusieurs fois. D'ailleurs, en conférence de presse, les 2 coachs n'ont pas manqué d'en parler à coup de penalty oubliés pour les 2 équipes. Donc, chacun se fera un avis sur le niveau de l'arbitrage, mais c'est vrai que ça a pas mal dérangé, des 2 côtés d'ailleurs, ça a dérangé des 2 côtés. Les commentateurs de beIN, ça c'est un point qui est revenu beaucoup de fois. Il y a eu aussi un petit ras-le-bol. C'est ma semaine où je chie à la gueule des commentateurs apparemment, mais ils n'ont pas apprécié ce côté pro-Guingampais. Pour le
coup, il y avait beaucoup de commentaires en ce sens. Ils sont pas la Fédé, pourtant. Comment? Ils sont pas la salariée de la Fédé, pourtant. Ben non, et c'était même pas France 3 Région où on est habitué, où ils choisissent leur camp. Mais un commentaire qui a fait beaucoup rire, on a l'impression d'être à Interville, où on était ultra chauvin à défendre coûte que coûte son équipe. Et j'ai donné un commentaire, c'était donc très beau pseudo, hein, Marc Libramovic sur Twitter. Il faut surtout parler de motivation et d'intelligence. Ils se sont ils sont obstinés à passer sur les ailes, alors que tout le monde a vu que quand on les met sous pression, ils étaient capables de faire des bêtises au niveau relance. Jouer avec le cerveau peut être bien aussi. Donc, c'est aussi les arguments qui sont sortis dans ce sens-là, qu'il ne faut pas se cacher derrière des arguments style arbitrage ou autre. C'est surtout Toulouse qui n'a pas réussi à gagner le match. Ouais. Moi, je suis Et c'est d'accord. pas la première fois que ça arrive en plus. Ouais, non, C'est pas la première fois que ça arrive. il y a beaucoup de choses là dans ce qu'il a dit, et notamment sur le jeu sur les côtés où on s'obstine avec ça. Et c'est pour moi là où peut-être Amin Ali aurait pu apporter sur ce match-là, parce que aller chercher un point d'appui, s'appuyer, faire une 2, il n'y en a pas beaucoup qui le font, à part peut-être des Jagereux, mais qui s'excentraient peut-être beaucoup trop. Et ce truc de vouloir tout le temps passer par le côté et centrer, on l'a vu. Il y a une autre chose qui m'a marqué. De Was, quand il avait le ballon, il était toujours seul et il bloquait très souvent les relances sur Gabrielsen et Amiens, ou en tout cas, il les gênait, elles n'étaient pas parfaites. Et voilà, et dans l'axe, il n'y avait pas grand monde pour venir demander correctement. Ils ont gêné ces progressions-là. On voit souvent le central qui envoie sur le défenseur central de côté, Amiens, et c'est après Amiens qui va chercher un relais, soit sur le côté, soit dans l'axe. Et ça, on l'a moins vu. Amiens, on l'a fait de temps en temps, mais on l'a moins vu, et puis on ne l'a pas cité encore, et on l'a vu partout sur Twitter. Machado a fait son plus mauvais match depuis très longtemps. Il a fait tout droit, on a senti qu'il n'avait pas le coup de rein, il a pourtant insisté, et je donne aussi beaucoup de crédit à son adversaire direct, je le redis, Jérémy Melo, qui l'a vraiment, sur ce match-là, muselé complètement Machado, et c'est sûr que quand ta force c'est les côtés, et que tu as Machado qui n'est pas terriblos, et Sana qui est là que pour dépanner, bon, ben, c'est sûr, ça marche moins bien aussi. Ouais, gros match de l'arrière droit, un peu. Ouais. Vas-y, Nicolas, pardon. Je voulais juste ajouter aussi par rapport à ça, c'est que je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais même Amiens en deuxième mi-temps faisait commenter au final, et je crois on dirait que Sana est carrément ailier droit et Amiens en défense à 4 arrière droit, c'était limite ça en fait à la fin. J'ai trouvé ça, bon, c'était un peu inédit quoi, de voir ça, surtout que Sana a vraiment l'habitude de rester là ou de peut-être un peu se mettre un peu plus au milieu. Et puis Koné a essayé de régler le problème des relances aussi, a fait beaucoup d'allers-retours quand même, mais a fait un match besogneux, mais pas forcément avec beaucoup de réussite, quoi. Ouais, Koné pas trop mal, on ne le dit pas souvent dans cette émission-là. J'allais y venir, ouais, mais moi je trouve que Koné, on lui a quand même assez craché sur on l'a assez critiqué, entre guillemets, à juste titre, mais là, c'est vrai que depuis quelques matchs, il est présent, il est là, et c'est le joueur qu'on attendait. Encore quelques déchets, mais dans l'impact, c'est quand même. Quand il est bon, il est bon. Et comme Gabrielsen, qui est pas si mal depuis un certain temps, qu'on avait un peu critiqué, qui est pas mal aussi ces derniers temps, il faut savoir le dire. C'est ceux qu'on a critiqués il y a un certain temps qui sont meilleurs, et ceux qu'on avait encensés qui sont pas bons ensemble. Au début de saison, c'était le cas, et là, c'est moins le cas. Juste sur l'arbitrage, Camille. Vas-y. On l'a cité, etc. Et je pense qu'on ne rentrera pas là-dedans dans cette émission-là. Les deux coachs ont été pathétiques en conférence d'après-match. L'arbitrage, qu'est-ce qu'il veut? Allez-y, gueulez tant que vous voulez, mais ça n'y changera rien. Et ça a été dans le sens, effectivement, il y a pénalty sur Ericili. Bon, ben, il n'est pas sifflé, c'est bon, on essaye, on passe à autre chose. On ne va pas gueuler 10 ans là-dessus. Il y a des pénaltys qui ont été sifflés pour Toulouse, et Dieu sait qu'on a eu beaucoup. Il suffit de regarder le nombre de buts de Spearings. Je ne suis pas sûr que tous les supporters adverses valident tous nos pénaltys non plus. D'accord? Ça va dans tous les sens. Et voilà, on va gueuler. Bon, mais Guingamp. Ouais, mais c'est l'excuse facile, Mehdi, tu sais. Ouais, mais c'est de côté, là, pour le coup, quand même. Oui, après l'arbitrage en Ligue 2 de base n'est pas non plus flamboyant, ça on le sait, mais le niveau de l'arbitrage français de base n'est pas forcément. C'est partout. Non, n'est pas forcément très bon, mais c'est que moi je te rejoins, c'est pas une excuse, c'est pas forcément la faute de l'arbitre, la faute d'un tel, de machin. Pour moi, les gars, et on en revient assez souvent, mais on l'a encore dit un peu aujourd'hui, mais voilà, Garand n'a pas su encore trouver les solutions. On voulait passer par les côtés, ça ne passait pas. Il n'y a pas eu d'alternance tactique, on n'a pas eu de changement, on n'a pas essayé quelque chose. Et même les joueurs eux-mêmes, parce que Garand, il a bon dos, mais il y a aussi les joueurs qui sont sur le terrain, parce qu'au bout d'un moment, ils sont bien mignons aussi. Mais
on n'arrive pas à se dépasser et on n'arrive pas mentalement peut-être à avoir ce petit déclic, à essayer d'être un peu plus intelligent, à voir que, comme il disait sur Twitter, d'arrêter de passer par les côtés, d'être un peu plus d'aller dans l'axe. Ok, il nous manquait peut-être Adli, il nous manquait Spearing, mais voilà, j'ai l'impression que là, depuis tout à l'heure et un peu en général, on se trouve des excuses. Et on se trouve toujours des excuses chaque semaine. Ah, là, il manquait Adli. Ah, là, il manquait un tel. Ah, là, il manquait ci. Et là, l'arbitrage. Au bout d'un moment, c'est peut-être qu'on est juste à notre place aussi, les gars, et qu'on n'a pas ce supplément d'âme aussi pour peut-être aller plus loin parce que ça fait Après, le coche. Hein. Après, l'entrée de Bayo, moi, je trouve, est bien sentie. Enfin, je pense que tout le monde la voulait. En plus, je pense que c'était le bon changement à faire. Mais après, tu te dis, en Ngoumou, ok, tu le préserves de sa blessure, mais c'est le genre de joueur qui nous a débloqué le match quand on joue Paris FC, je crois. Ou contre Caen, je sais plus. Non, contre Caen, oui. Ouais, qui débloque l'égalisation. Ouais, c'est vrai que là, je pense que tout le monde aurait voulu le voir rentrer. Mais après, sur le banc, il n'y avait pas beaucoup de solutions non plus. Non, il n'y avait pas grand monde. Le seul changement, et on l'a vu, c'est Bayo. Et d'ailleurs, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. Moi, je préfère qu'Antis ait fait 60 minutes. Bon, il a été ce qu'il a été un peu transparent, Antis. Mais que Bayo rentre 30 minutes, parce qu'il n'y a que là, quand il rentre, qu'il est. Voilà, le premier ballon, il peut y avoir but. Voilà, il en a une autre aussi sur une reprise de volée magnifique, d'ailleurs. Corner. Et voilà, il a été plus dangereux qu'Antis. Mais j'ai l'impression qu'il est. Ça lui va bien d'être remplaçant. Il n'y a rien d'infamant et qui continue à le faire entrer en jeu, quitte à faire jouer un mec de la National 3, même en titulaire, pendant 60 minutes pour aller au charbon et que lui il rentre après un jeu. Je crois que ça lui va très bien. Et on n'a pas cité Ricili, qui a été très très bon. Bonne transition. On va faire les tops et les flops. Tiens, comme ça, tes tops et tes flops, Mehdi. Eh bien, le top, Ricili. Parce que dans son jeu en déviation, je pense que certains auraient pu faire mieux. Ça me fait bouffer 2-3 fois en vitesse sur les côtés, mais il a fait vraiment des choses intéressantes en plus de son but. Et c'est des facettes qu'on ne voit pas tout le temps avec lui. On le voit différemment. On le voit plus dans le combat que dans les orientations de jeu, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Et ensuite, Manu Koné pour l'encourager, on va dire. Et puis après, Gabrielsen ou Dupé, parce que Dupé, le seul arrêt qu'il a à faire, il le fait. Il le fait bien. Sur la frappe de Livolan, il ne peut rien. Voilà, et après, voilà, c'est tout. Après, c'est moyen le reste. Nicolas, t'es top. Est-ce que tu es d'accord mes tops aussi. Donc, j'aurais dit Dupé, Koné. J'ai trouvé, c'était qui? Moi, j'aime bien parler aussi de De Vaast. Je trouve que De Vaast, j'ai l'impression que c'est devenu un peu un patron, franchement. Il dit qu'il est même pas à 100%, lui-même, le coach aussi. Et ouais, et c'est vrai que De Vaast, j'ai bien aimé son match, même si on peut trouver qu'il est un peu maladroit par l'instant. C'est quand même moins que Gabrielsen, je trouve. Et voilà, il fait un peu des meilleures relances. Pas incroyable, mais il essaie. Et puis offensivement, ouais, c'est. Si Gabrielsen est meilleur aussi ces temps-ci, c'est parce que De Wast est dans l'axe, que c'est pas Gabrielsen et que ça le soulage aussi un petit peu. Voilà, c'est ça. Il joue sur le côté et il est assez rapide, Gabrielsen. Il est débarrassé des couvertures que fait à peu près De Wast. Parfois, il est presque trop bas, De Wast. Mais bon, il s'est occupé du frigo de Gengampé devant et puis ça sur l'homme, et puis ça suffit. Hein. Je trouve qu'il est peu réprochable sur ce match. Donc voilà mes tops. Vincent, est-ce que tu as des tops et des tops des supporters et après on enchaînera sur les flops? Sur les tops des supporters, on a Dupé qui était cité parce qu'au final, il fait un match discret, mais il y a Florian qui dit qu'il évite quand même le but du 2-1 sur un coup de pied arrêté. Il y a d'autres personnes qui l'ont cité. Il fait le match qu'il doit faire, en fait, tout simplement. On ne le voit pas beaucoup, mais il doit être là où il doit être, au final. Dans les autres joueurs, on a Ilé pour Stéphane, ainsi que Koné et Dupé. Pour Johan, on a Koné. C'est celui qui revient le plus, Koné, pour le coup. Moi, Koné, j'étais très dubitatif sur lui et très critique parce que j'attendais beaucoup. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai que ces dernières semaines, il est présent et il fait plaisir à voir jouer. C'est le niveau qu'on veut voir de Manu Koné, même encore plus. Et s'il continue comme ça, il explosera d'ailleurs à Gladbach. Vos flops, messieurs, avant qu'on enchaîne. Machado. Ouais. On sera tous d'accord là-dessus, mais c'est encore une fois au niveau de Machado. Il a Samsana parce que normalement notre jeu passe sur les côtés et qu'on n'a pas été assez efficace. Mais les pistons, quoi. Et puis Van den Boomen parce qu'il est inexistant dans le jeu et puisque
Après, avec la fatigue, il a moins bien tiré les coups de pied arrêtés aussi, même si j'aurais pu dire au contraire qu'il était dans les tops parce qu'il a foutu 3 passes décisives sur coups de pied arrêtés. Mais bon, le fait est qu'il ne les a pas fait et que ça l'a un petit peu limité, quoi. Nico? Moi, ouais, quasiment pareil. Les Pistons, je serais un peu plus indulgent sur Samsana. Van Den Boomen, ouais, il y a vraiment que les coups de pied arrêtés pour le sauver sur ce match. Et je sais pas ce qu'on peut dire d'Antiste. On aime bien son effort, on aime bien sa fougue, mais on sent qu'il a besoin encore de plus d'expérience, plus d'être formé, quoi. Parce que voilà, pas très dangereux, quoi. Il est assez souvent Casper quand il est titulaire. Il est capable Il fait de quand même la passe pour De Jagereux qui a failli faire but. Ouais. Tu te dis, s'il fait la passe un peu plus dans la course de Jagereux, ça peut faire but. Mais bon, alors, c'est du détail, quoi. Moi, je pense qu'il apprend Antiste cette année. Cette Oui. saison, elle est très formatrice pour lui. Et Ouais. il explosera tôt ou tard, c'est sûr et certain. Mm. Vincent, les flops des supporters, après on enchaîne sur les previews. Alors, c'est surtout ce qui a été dit depuis le début par vous trois, dans Stéphane, qui cite Garand, Antiste, Van Den Boomen. Pour Johan, pareil, c'est Van Den Boomen, De Jageré, Sana, Machado. Et pour Florian aussi, pour citer lui, par exemple, Antiste, Machado, Sana, qui a été fautif sur le but. Voilà, c'est ce qui revient le plus. Ouais. Moi, je mettrais moi, je suis d'accord avec Garand aussi. Pour la mauvaise foi. On va croire que tout le monde va croire que je fais une petite fixette sur lui, mais pas du tout. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on va enchaîner tout simplement. On va passer à la petite preview. On va recevoir Châteauroux. Et Châteauroux, ça va mal. Ça va mal parce que Denisot, je crois qu'il n'est plus président déjà. Et ça, c'est dommage. Mais ils sont surtout derniers, pratiquement condamnés à la nationale. Messieurs, ils sont à 10 points de retard sur le barragiste. Et là, il n'y a pas de Pascal Duprat pour venir les sauver. Quoique, il est libre. Il faudrait peut-être essayer de l'appeler. Mais attention au match piège quand même parce que leurs 5 derniers matchs, quoi? Ils viennent de prendre un coach, ils vont pas en prendre un air, ils viennent d'avoir Marco Simone. Ouais, mais tu sais, Duprat, ça reste Duprat. Les 5 derniers matchs, 3 nuls et 2 défaites quand même pour Châteauroux. Donc, ça peut puer le match piège aussi, même si, bon, on va pas se mentir, hein, normalement, ça devrait être tarif domicile avec un bon 3-4-0. Messieurs, ce qui va nous intéresser sur cette preview, bon, c'est le match face à Châteauroux, mais c'est surtout, je l'ai noté, le calendrier des adversaires. Et c'est là qu'on va voir qu'au final, on est tous à peu près, on va tous affronter des équipes un peu plus faibles. Puisque Troyes recevra Caen, Grenoble ira à Dunkerque et Clermont recevra le Havre. Et on a Clermont aussi qui joue demain soir face à Amiens et qui pourra potentiellement reprendre la seconde place du championnat. Et j'ai mis Grenoble parce que Grenoble, les gars, ils commencent aussi à nous sentir le cul bien proche là. Parler poliment. Ouais. Pour vous, ce match de samedi, c'est bon, ça va le faire tranquille ou ça pue? Nico? Vu le match aller où je crois qu'on a été assez large, je crois que leur gardien n'était pas très bon sur le match aller, puis ils n'avaient plus de gardien à ce moment-là, je crois. Oui, c'était le troisième gardien. Ouais, qui est placé sur le but d'Illy, qui est placé bizarrement. Mais non, là, il faut quand même espérer, comme en recevant Chambly, quoi. Il faut espérer mettre le paquet. Après le demi faux pas contre Guingamp, là on peut pas se permettre, quoi. Là, ce serait vraiment, même un nul, c'est pas comme ce week-end, quoi. Ce serait encore pire. Ton prono du coup, Nico? 4 pour Toulouse. Je dirais aller doublé de Eli, but de Spearings et Bibiche. Et pour Châteauroux, Sidibé, bien entendu. Bulka? Ah non. Ah, Bulka. Non, Bulka, il est blessé. Il va continuer la tradition toulousaine de marquer en affrontant son ancien club, c'est tout. S'il n'est pas suspendu, comme l'autre fois. Mehdi? Châteauroux. Moi, je ne sais pas s'ils vont arriver vraiment avec l'envie. Moi, je pense que s'ils avaient battu Dunkerque,
ou même ne serait-ce fait qu'un match nul lors du dernier match, qui était un concurrent direct, ils seraient arrivés avec d'autres intentions. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fond du saut complet et que c'est pratiquement terminé pour eux, qu'ils sont en national. Donc, en leur mettant la pression et en marquant un but rapidement, je pense que ça peut très vite s'enchaîner. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu, ils nous ont inventé un truc. Enfin, inventé. Je ne sais pas, parce qu'ils ont vu qu'il était grand. Ils l'ont fait jouer défenseur central, apparemment, à Kalidou Sidibé. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu ça sur la composition de l'équipe. Donc, bon, peut-être un truc à tester plus tard pour nous, j'en sais rien. En tout cas, non, je vois une branlée 5-1 juste pour dire Sidibé. Ensuite, un triplé de Bibiche. Et ensuite, un but de Gabriel Sen et l'autre de Ili. Tu m'as dit combien, pardon? 5-1. 5-1, ah oui, ok. J'ai entendu Gabriel Sen, Bibiche, Ili. 3 de Bibiche. Ah ouais, ok. Vincent. Alors, je veux dire 4-1. But de Machado, de Yaguerre, Ilé, un contre son camp et but de Ibarra pour Châteauroux. Est-ce que le contre son camp est de Sidibé? C'est trop beau. Là, ça serait vraiment trop gros. Ça fait vraiment le gars qui cherche son club. Quoi qu'il est déjà chez nous, c'est vrai. T'as dit qui pour les buteurs? Machado, je me suis arrêté à Machado. Machado, de Yaguerre, Ilé et CSC Ibarra, je l'ai. de Mbonné. Tiens. Ah, t'as changé du coup. Et fais gaffe, c'est pas le Ibarra de Monaco, il joue plus celui-là. Et le Simonet, c'est le Simonet de Monaco ou pas? Je sais pas, faut demander en tête. Vincent, avant que tu enchaînes mon prono, moi je pense qu'on leur met le Manita, on leur met 5-0. On leur met tarif. On leur met tarif, ouais, carrément. Et ça va être un doublé de Bayo. But d'Ilé, Van Den Boomen. Et ça me fait 2, 3, 4 et 2 Wast sur corner. Allez. On n'aura pas l'air con si Châteauroux vient de faire le hold-up 1-0. Ouais, bah écoute, ça s'appelle le karma, mon pote. Vincent. Ouais, les réactions sur les réseaux, il y a beaucoup de monde qui voit quand même une victoire large. On a quand même Stéphane qui dit méfiance quand même. On sait d'où on vient aussi. Johan qui dit 3 points ou rien. Diane qui nous dit qu'il faut assurer le goal average pour un peu de sécurité par rapport à Clermont. Thomas qui dit clairement si on ne va pas Châteauroux, on ne mérite pas la Ligue 1. C'est aussi un point intéressant, surtout dans ce Money Time-là à domicile. Mais sinon, ouais, tous les scores que je vois, c'est plus de 4 buts. On a Amaury, 6-0, 2 buts de Lille, Spearing, Baye de Wast, Antiste, Frites et Coca. On va terminer sur ça pour cette preview. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. On va enchaîner et finir avec l'interview supporter parce que Nicolas il est venu que pour ça. Il me l'a dit, il voulait à tout prix avoir cette interview supporter qui a été magnifiquement écrite par Mehdi au début de la feuille de match. Oui, c'est toi qui l'as écrit, Mehdi. Tu t'en souviens même pas, mais c'est toi qui l'avais écrit à l'époque. C'est lui qui l'a fait sur la dernière émission. C'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que quand je suis pas là, c'est lui qui l'a fait parce que c'est lui qui est l'auteur de cette mini interview. On a du coup Nicolas qui est avec nous et du coup quel âge tu as, Nico? J'ai 26 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Moi, c'est plus tardif que la moyenne. C'est depuis saison 2006-2007, où on est le 3e. Donc, j'ai 12 ans. Et c'est parce que je m'intéresse au foot un peu tard, puisque moi, je suis de Montauban, où le rugby est prédominant. Oh, on t'en veut pas, t'inquiète. Comment tu es devenu supporter, du coup? Par des amis qui le supportaient déjà. Premier match Toulouse-Lyon cette saison de 2006-2007 avec le magnifique but d'Elmander et ce coup franc à l'arrache. Pardon, 2-0 puisqu'il y a Emana qui bute sur passe d'Elmander aussi. Et il y a aussi mon père qui est aussi de ma ville et qui était quand étudiant, il était supporter Toulouse, il a vu le match avec Maradona et tout quoi dans les tribunes. Donc voilà. Des choses qui marquent. Ouais. Juste Camille, excusez-moi, j'ai niqué ton interview. Il y a juste Amaury qui dit aïe, une enfance difficile donc par rapport à l'enfance à Montauban. Si tu veux te défendre, je t'en prie, l'antenne est libre.
Oh, il a raison. C'est pour ça, t'es tellement déprimé qu'il est devenu supporter du TEF, mon gars. Il est au bord du Double Il peine. manquait le rugby, heureusement qu'il y a le rugby. Nico, donc ton premier match au Stadium, c'était Lyon. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Il y en a beaucoup de bons souvenirs. Donc Tu penses que c'est plusieurs. le premier match à Lyon, c'est indélébile, quoi. En plus, j'étais derrière les cages où il y avait les buts, quoi. Donc c'était incroyable. C'est mon premier match de foot auquel j'assistais. La fin de saison avec le triplé, enfin les 3-1 contre Bordeaux, je crois, dernier match. Ça, j'étais devant ma télé. Le match à Angers, devant ma télé aussi, incroyable. Et puis après, dans la foulée, je suis allé voir Toulouse-Bordeaux 4-1 avec Duprat. C'était 2016-2017, c'était un très bon souvenir. Après le meilleur, le pire? Le pire, c'est le dernier match que j'ai vu de Toulouse, Lille-Toulouse l'an dernier, puisque j'habite à Lille actuellement. Et je suis allé voir Lille-Toulouse 3-0, magnifique match de Goicoechea. On était 14 dans la tribune visiteur. Et ouais, pas super souvenir. C'était donc toi avec le drapeau là dans le virage. Les 3 Indians, c'était, je crois, les 3 ou 4 Indians. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Gignac. Saison 2008-2009, c'est celle que j'ai le plus suivie. J'ai regardé tous les matchs à la télé, et parce que je pouvais pas forcément aller à Toulouse. Et ouais, incroyable. Si tu devais être un joueur, tu serais qui pour finir? J'aurais bien envie de dire Dido pour avoir vécu la saison avec Gignac et il est assez sympa, Dido. Enfin, il a déjà un super joueur et tout, mais moi je suis pas très bon au foot, donc je dirais Gabriel Sen, un peu maladroit, mais vaillant. Donc, tu te fais un De Wast à côté de toi, quoi. J'aurais glissé à Rodez moi aussi, quoi. Ouais, mais bon, tu jouais en sélection avec Haaland quand même, donc c'est quand même pas, pas dégueu. Jouer, on regarde les matchs, quoi, dans le tribunes. Écoute, merci beaucoup Nico pour cette petite interview. Un peu plus sur toi. Si vous voulez vivre ce magnifique moment avec nous, mais surtout cette émission, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la feuille de match. Vous faites comme Nico, vous nous envoyez un petit message. Alors, il y a une petite liste d'attente. Nico vous le confirmera. Hein. Ça fait un mois, je crois que tu t'avais recontacté, enfin que tu nous avais contacté. Mais après, on vous recontacte. On fait par ordre d'arrivée. Donc, ne vous inquiétez pas. J'envoie toujours un mail dès que vous envoyez un message. Je vous réponds de suite. Et après, on vous recontacte dès que c'est à votre tour. On n'a que des hommes qui viennent dans cette émission. Et les filles aussi. Hein, n'hésitez pas à venir. Hein, c'est ouvert, bien entendu, aussi à vous. C'est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la feuille de match. Vincent vous mettra le lien direct dans les commentaires. Pour la semaine prochaine, l'émission, ça sera vers 21h, hein, je pense. Hein, juste après le match, on débriefera ce magnifique quart de finale Rumilly TFC. On parlera aussi en deuxième partie de TFC Châteauroux, du hold-up Castelroussin ou de la Manita toulousaine. Ça, on le verra. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On va terminer cette émission. On embrasse les violets. Écoutez, Samuel, vous l'avez vu comme moi, il n'a pas pu se libérer, donc il s'est excusé. Donc, ne vous inquiétez pas, il va bien. Il était juste au boulot. On le retrouvera dans les prochaines semaines. Lui aussi, il est un peu comme Ricili, il est moyen à l'entraînement. Il a du retard à l'entraînement, c'est pas terrible. Il gueule sur Ricili, mais bon. Quel droit celui-là. Après, apparemment, il est bon au match, donc c'est bon, ça passe. On embrasse la liste avec Yves et Mike aussi, tous les copains aussi des Violets avec Manu, JB et tous les autres. La feuille de match, merci Vincent et Mehdi. On embrasse bien entendu Nathan. Merci à toi Nicolas d'être venu. J'espère que tu auras passé un agréable moment en notre compagnie. Super, merci à vous pour l'émission incroyable. Merci à toi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On se dit à la semaine prochaine. Bon quart de finale retour pour ceux qui vont regarder de la Coupe d'Europe ce soir, qui ont payé ou qui ont… Quand même. Quoi ? Il y a France-États-Unis. Et vous n'avez pas regardé France-États-Unis ce soir? C'est un beau programme quand même. Ils ont bien réfléchi, la Fédération française de football. Hein, encore. Il a de la fièvre, Mehdi, je crois. Là. L'absurdité du truc. Il y a France-États-Unis, le plus gros match possible. Ils le mettent le soir d'un quart de Ligue des Champions du PSG. Bon, ouais, mais Noël Le Graët.
Et ils veulent le mettre en avant, hein, le foot féminin, mais quelle catastrophe. En avant Guingamp. En avant Guingamp, exactement. On termine sur ça. Passez une bonne soirée. Et bon France-États-Unis ou bon PSG Bayern ou Chelsea-Porto pour ceux qui regardent le reste. Allez, ciao.